Reprise de débat, resuming debate, and the honourable member for Elmwood-Transcona. Honorable député d'Elmwood-Transcona. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour vous faire part de ma réflexion au nom des néo-démocrates concernant la version finale de l'accord Canada-États-Unis-Mexique, comme on le connaît formellement, ou Nouvelle ALENA, comme on y fait plus souvent référence. Avant d'aller plus en détail dans l'accord, je pense qu'il importe de donner du contexte aux Canadiens qui nous suivent peut-être. Donald Trump a été élu président des États-Unis en 2016 en prétendant que l'ALENA était le pire accord jamais signé. Bien que personne au Canada ne remettait en question l'importance de nos relations commerciales avec les États-Unis pour l'économie canadienne, il y a beaucoup de Canadiens qui se demandent qui sont les grands gagnants de l'ALENA. L'ALENA originale a été signée par des conservateurs et signée par des libéraux en 1994. On promettait aux gens des emplois, une augmentation de la productivité et un accès sûr au plus grand marché du monde. Mais pendant l'année qui a suivi, 1994, le pays a perdu plus de 400 000 emplois du secteur manufacturier. Il ne fait aucun doute que bon nombre de ces emplois ont été perdus au profit du Mexique, une économie où les salaires sont bas. Il suffit de demander aux travailleurs de l'automobile du sud de l'Ontario. La balance commerciale avec le Mexique en ce moment est composée de pièces automobiles et il y a un déficit entre le Canada et les États-Unis. On est passé maintenant à 8,7 milliards de dollars sous l'ALENA. En plus, le Canada a payé des millions de dollars de pénalités et de sanctions en vertu des mécanismes de règlement des différents investisseurs États. Le gouvernement a été poursuivi par Ethel Corporation en 1997, une société chimique, parce qu'on tentait d'interdire l'importation d'un certain type de carburant qui contient une neurotoxine et qui entre dans la composition de certains systèmes de diagnostic informatique d'automobiles. Le gouvernement canadien a aussi été obligé de renverser une interdiction réglementaire. C'est un exemple frappant de la façon dont les accords commerciaux ont préséance ou peuvent avoir préséance sur la volonté démocratique d'un gouvernement. Dans ce cas-là, des règles visant à protéger la santé humaine et l'environnement. Le Canada a été poursuivi plus que tout autre pays en vertu du chapitre 11, notamment pour ce qui est de mesures de préservation de la faune, des politiques de préservation de la qualité de l'eau, des règlements visant la fracturation hydraulique et l'utilisation de pesticides. La clause de proportionnalité remet aussi en question la souveraineté du Canada. Cela permet aux États-Unis d'exiger qu'une partie de la production pétrolière et gazière canadienne soit vendue aux États-Unis. Et ce n'est pas réciproque. Pendant une décennie d'ALENA, les inégalités en matière de richesse ont augmenté. Et aujourd'hui, les Canadiens ont de plus en plus de difficultés à joindre les deux bouts. Chaque mois, 38% des Canadiens sont à 200 $ de ne pas être en mesure de payer leurs factures ou d'être en défaut de paiement. Lorsque je dis que les libéraux et les conservateurs sont prêts à nous vendre l'ALENA à tout prix, pourtant, un trop grand nombre de Canadiens ont été laissés pour compte. Les tribunaux sont prêts à défendre les intérêts des grandes compagnies. Lorsque les choses vont mal pour les travailleurs, on leur donne de simples condoléances. Ou on leur dira peut-être qu'il faudra qu'ils acceptent que c'est comme ça que fonctionne le marché, ou qu'ils sont la victime d'une restructuration mondiale, comme s'il s'agissait de catastrophes naturelles comme des tremblements de terre, et pas le résultat de décisions humaines calculées destinées à maximiser les profits des actionnaires. Les travailleurs canadiens ont de bonnes raisons d'être inquiets pour ce qui est des accords commerciaux et de ce que veulent les grandes entreprises. C'est pour ça aussi qu'il y a une opposition croissante dans le monde occidental concernant ces accords commerciaux. 25 ans après l'ALENA, cela a permis d'intégrer davantage les chaînes d'approvisionnement pour les entreprises et ça a créé un climat de confiance pour les investisseurs qui ne craignent pas que des représailles arbitraires soient mises en vigueur dans certains secteurs, comme par exemple le bois d'œuvre, le bétail
et l'acier et l'aluminium, comme en témoignent les développements récents. Le désir de maintenir ce lien de confiance, combiné à une interdépendance économique croissante, explique pourquoi beaucoup de Canadiens se sont préoccupés de voir Donald Trump vouloir renégocier cet accord. Sa personnalité était aussi troublante. C'est un intimidateur qui est prêt à nuire aux intérêts de ses alliés les plus proches lorsque ça l'avantage. Plutôt que d'améliorer l'accord de la LENA, l'instinct initial des libéraux était de dire que cet accord était le meilleur accord possible. Ils n'ont pas proposé l'élimination du chapitre 11 et des mécanismes de règlement des différents investisseurs États. Ils ont laissé Ethel Corporation remporter sa victoire. En fait, ils voulaient les maintenir. C'est une fois que les États-Unis ont insisté sur la renégociation que le gouvernement a vraiment commencé à admettre que l'accord était imparfait et qu'il pouvait être amélioré. Soudainement, on pouvait mieux faire. L'idée que l'ALENA comportait des lacunes n'était pas une surprise pour les néo-démocrates, mais d'entendre ça des libéraux qui ont passé des années à se moquer des néo-démocrates a été relativement troublant. Comme d'habitude, tout comme les libéraux et les conservateurs, le gouvernement actuel s'est engagé dans un processus de négociation secrète où toute une gamme d'intervenants ont peut-être été consultants, mais aucun renseignement public n'a été disponible, même pour le Parlement. On attend encore des analyses économiques sur l'accord de notre gouvernement. Pourtant, d'autres partenaires commerciaux les ont rendus publics plus tôt dans le processus. À la fin de la première ronde de négociations, les libéraux ont déclaré que nous avions le meilleur accord possible pour le Canada. Mais lorsque les néo-démocrates ont vu un accord qui nuisait à la gestion de l'offre, qui entraînait une augmentation du coût des médicaments déjà chers et qui continuait de faire passer de l'avant les intérêts des sociétés privées sans tenir compte des besoins des travailleurs, les démocrates aux États-Unis, heureusement, ont partagé ces préoccupations et ont voulu se battre pour obtenir un meilleur accord. Malgré les promesses d'obtention d'un meilleur accord, les libéraux au Canada se dépêchaient de ratifier cet accord. La seule critique qu'ils obtenaient des conservateurs à cette époque, il y a à peine 6 ou 7 mois, c'était qu'ils ne ratifiaient pas cet accord suffisamment rapidement. Lorsque les néo-démocrates ont exhorté le gouvernement à retarder la ratification, afin qu'on puisse améliorer l'accord et de saisir l'opportunité d'améliorer la négociation, on a été reçu avec du mépris. Par exemple, le Premier ministre a dit en mai 2019, et je cite, « Ce qu'il faut que les néo-démocrates comprennent, c'est que réouvrir cet accord, ce serait comme rouvrir une boîte de Pandore. Pourquoi les néo-démocrates sont-ils prêts à risquer notre stabilité économique? Il serait naïf pour les néo-démocrates de penser que les Canadiens bénéficieraient d'une réouverture de cet accord. Les néo-démocrates, ça donne un jeu très périlleux. » Fin de la citation. En juin, il a dit qu'on ne veut pas et qu'on n'a pas besoin de nouvelles négociations de l'ALENA. Le Canada a fait son travail. Nous avons notre accord. Nous n'allons pas créer d'occasion de mettre en péril cet accord. Et ce n'est là que 2 exemples, je ne veux pas m'éterniser là-dessus. Je tenais simplement à signaler que, heureusement, les libéraux n'ont pas été en mesure de ratifier la première version de la CEUM avant les élections de l'année dernière. Les démocrates aux États-Unis ont continué leur travail et ont amélioré considérablement l'accord. Il s'avère que les joutes auxquelles s'adonnaient les néo-démocrates étaient celles qui permettaient l'élimination de mesures qui auraient entraîné l'augmentation du prix des médicaments. Par exemple, on s'est battu pour mettre en place des dispositions visant la mise en place de normes internationales au Mexique. Peut-être que ce n'est pas terrible pour les entreprises qui veulent devenir plus concurrentielles lorsqu'elles veulent se relocaliser dans des pays où les salaires sont plus bas. Je ne dirais pas que c'était quelque chose de périlleux pour les Canadiens lorsque l'on veut maintenir les médicaments à un prix abordable. Je pense que les grandes sociétés, malgré ces dispositions, arriveront toujours à faire de l'argent. Peut-être pas autant qu'avant, mais elles y arriveront. Les Canadiens s'en sortiront mieux, pas grâce au gouvernement qui voulait se précipiter à faire ratifier cet accord, mais grâce aux démocrates américains qui ont apporté des modifications à l'accord.
Les Canadiens ne devraient pas avoir à compter sur des politiciens de pays étrangers pour obtenir un meilleur accord. Ils devraient avoir confiance en leur gouvernement. Ils devraient avoir l'idée que leur gouvernement défend leurs intérêts plutôt que ceux des sociétés étrangères. On doit rendre le processus commercial plus transparent et plus ouvert pour rétablir le lien de confiance entre les Canadiens et le milieu des affaires. Il faut leur permettre aussi d'exprimer leurs préoccupations par rapport à un accord commercial en s'assurant que tous les intervenants, toutes les organisations concernées soient consultées. On peut renforcer le lien de confiance en poussant le gouvernement à y mettre ses objectifs clairement, en tenant un débat et un vote au Parlement avant que les négociations formelles commencent, en exigeant du gouvernement de publier des données économiques et des analyses sur cet accord. Ce sont des exigences qui semblent être le fruit du simple bon sens. Alors pourquoi a-t-on accepté aveuglément la parole du gouvernement, sans exiger ces renseignements? Comment le Parlement peut-il jouer son véritable rôle de vérification des politiques commerciales alors qu'on lui apporte un accord tout fait? Comment les représentants démocratiques peuvent-ils juger la valeur de cet accord sans les analyses économiques et les données dont ils ont besoin? Pourtant, c'est la situation dans laquelle nous sommes. Avant que mes collègues nous disent qu'il est impossible de négocier de matière commerciale en public, je sais que c'est quelque chose qu'on entend à maintes reprises. Les États-Unis ont imposé à la nécessité de faire avis, de donner un préavis de 90 jours pour la ratification de l'accord. Le gouvernement est tenu de fournir ses objectifs avant les négociations. Le législateur aux États-Unis a beaucoup plus d'autorité dans le processus de négociation. Pourtant, on y est parvenu à conclure un accord rapidement. Mais les Américains étaient plus informés des objectifs du gouvernement. Et les négociations ont été menées de façon plus transparente. En Union européenne, la toute première étape du processus consiste à ce qu'on publie des documents sur les effets économiques de l'accord commercial avant même le début des négociations. On publie un rapport sur chaque ronde de négociation et sur les différentes propositions qui ont été formulées. On informe aussi le Parlement européen de l'évolution des pourparlers. Lorsque l'Union européenne est prête à finaliser le texte d'un accord, les gouvernements nationaux concernés envoient un résumé des faits saillants de l'accord et des négociations. Il faut se rappeler que malgré toutes ces étapes et toutes les consultations qui ont eu lieu, en Union européenne, on a très bien été en mesure de négocier des accords commerciaux, notamment l'AECG qui a été conclu avec le Canada récemment. Au Canada, il n'y a pas de procédure formelle. Le Canada peut négocier avec n'importe quel pays dans le monde et négocier et signer ce qu'il veut, en cachette, sans transparence, sans approbation parlementaire. En fait, la seule occasion que le Parlement a d'étudier le projet de loi, c'est parce que le Parlement doit l'approuver et l'adopter pour que cet accord soit ratifié. On n'est pas obligé de suivre cette procédure. Peut-être qu'on devrait suivre le modèle de nos partenaires commerciaux. Cela nous permettrait de négocier des accords commerciaux de façon plus transparente. Cela ne nuirait pas pour autant à notre capacité de négocier. C'est une idée sans fondement. Et il est temps de mettre en place ce type de procédure en ce moment, alors que nous parlons de cet accord, parce qu'on en parle dans les médias, parce que les gens s'en préoccupent en ce moment. Si nous attendons trop longtemps, il se peut que cet enjeu ne soit pas soulevé auprès du public avant les prochaines négociations entre le Canada et le Royaume-Uni, par exemple, ce qui n'est peut-être pas si loin que ça. Une fois que ce processus est déjà entamé
et que les médias en parlent, eh bien ce sera trop tard pour changer les règles. C'est la raison pour laquelle les néo-démocrates exhortent le gouvernement de mettre en place un nouveau système de négociation des accords commerciaux. Pour conclure, je vais revenir à la substance de cet accord. J'avais déjà indiqué que les néo-démocrates sont favorables à l'élimination du chapitre 11 et de la clause de proportionnalité. Par contre, les néo-démocrates sont préoccupés par rapport au chapitre sur les bonnes pratiques réglementaires et nous allons continuer à mettre la pression nécessaire pour que la réglementation reflète l'intérêt du public. On est préoccupé par l'exigence selon laquelle le Canada doit consulter les États-Unis avant d'entrer dans des négociations avec toute autre économie qui n'est pas une économie de marché. Cela signifie que le gouvernement américain aura davantage le droit de savoir les intentions commerciales canadiennes que notre propre Parlement, ce qui me semble complètement illogique. Nous aimons relativement bien les dispositions relatives au Mexique et qui visent l'imposition de normes de travail internationales. Il demeure à en déterminer les modalités. Concernant le chapitre sur le commerce numérique, et nous aimerons entendre des experts sur les implications pour l'économie numérique du Canada. Nous partageons également les préoccupations des producteurs laitiers et des travailleurs de l'industrie de l'aluminium, et nous voulons entendre le gouvernement nous dire quel est son plan, concrètement, pour aider les travailleurs et les producteurs de ces secteurs à la suite de la ratification de l'ACU. Ce sont des réponses à ces préoccupations que nous cherchons à obtenir dans notre étude du projet de loi, et c'est pour ça que nous avons voté hier pour permettre au gouvernement de déposer ce projet de loi. Aucun accord n'est parfait, mais nous garderons l'esprit ouvert et poserons quelques questions formatrices. 1. Cette version de l'accord laissera-t-elle les Canadiens en meilleure position que l'accord actuel? Nous cherchons la réponse à cette question. Et question numéro 2, le processus de ratification de ce projet de loi peut-il produire un processus commercial qui offre plus de transparence, de consultation et de reddition de comptes aux Canadiens? Tel est l'état de nos réflexions jusqu'à présent et nous sommes impatients d'approfondir ces questions dans les semaines à venir. Merci. Questions and comments, questions et commentaires, l'honorable secrétaire parlementaire. Yes, thank you, Madam Speaker. Merci, Madame la Présidente. La ministre a travaillé avec les négociateurs et les intervenants et je crois qu'on a conclu la meilleure entente possible dans les circonstances. Mais, vous savez, je comprends. Les conservateurs croient que s'ils avaient été au pouvoir, qu'ils auraient pu négocier une meilleure entente. Les néo-démocrates croient que s'ils avaient été au pouvoir, ils auraient pu négocier une meilleure entente. Les Verts, la même chose. Mais ce qui est encourageant, c'est que ces partis ont soutenu le fait que c'est une meilleure entente que l'entente précédente. Et on l'a vu dans le cadre du vote qui a eu lieu hier, n'est-ce pas? De voir cette entente obtenir le soutien, c'est bien pour tous les Canadiens. Moi, j'ai une question pour mon ami et collègue. En fait, je suis encouragée par la position et le discours du député néo-démocrate. Est-ce qu'il y a une chose de l'ancienne entente qui, selon lui, a été perdue dans le cadre de cette nouvelle entente? Le député de Elmwood Transcona. Bon, je ne sais pas si c'était clair, mais il y a des choses qui ont disparu
mais qui en fait constitue une amélioration. Je pense par exemple à l'élimination du chapitre 11. Et je comprends que oui, parfois en politique, il y a de la partisanerie et c'est sûr que les gens pensent qu'ils auraient peut-être pu faire mieux que leur adversaire. Mais les Canadiens devraient, eux, pouvoir juger du processus. Le gouvernement devrait pouvoir divulguer ses objectifs de façon à permettre au Parlement de tenir un débat et ensuite de tenir un vote. Il faut avoir des données économiques, des analyses pour pouvoir évaluer les répercussions de l'entente. On devrait viser cela. Comme ça, les Canadiens n'auront pas à décider à qui ils font confiance. Ils devraient plutôt avoir les faits pour faire leur propre évaluation, à savoir qui aurait pu en venir à la meilleure entente. Et ce que le gouvernement fait, et les gens devraient savoir ce que le gouvernement fait à la table de négociation. Qu'est-ce qu'un commentaire? Le député d'Oshawa. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais remercier mon collègue néo-démocrate. J'aimerais aussi lui souhaiter la bienvenue au Comité du commerce international. J'ai hâte de pouvoir profiter de son enthousiasme et de son engagement. Il a parlé d'intérêts communs comme la souveraineté. Il a parlé de la responsabilité de l'opposition de faire preuve de diligence raisonnable. En décembre, on a posé 7 questions au gouvernement. On voulait voir les répercussions économiques. Alors, il partage notre préoccupation. Le gouvernement voudrait qu'on approuve l'entente sans avoir d'études d'impact économique. Il y a une chose qui est importante pour l'Ontario et particulièrement ma communauté, et c'est l'effet de cette entente sur les travailleurs de l'automobile. Je me demande si le député pourrait parler de l'importance de cette entente et des avantages pour les travailleurs de l'automobile. Le député d'Elmwood, Transcona. Merci. Évidemment, les exigences pour le contenu nord-américain sont bonnes pour les travailleurs de l'automobile. On a parlé d'avoir 70 qui provient de l'Amérique du Nord. C'est une bonne chose. Ça nous donne des garanties pour l'acier et l'aluminium, pour le contenu, même s'il y a plus de travail à faire du côté de l'aluminium, pour veiller à ce que la production primaire se fasse aussi. Il y a le Québec, mais il y a aussi la Colombie-Britannique, là où il y a de la production d'aluminium. Alors, bref, il s'agit de bons aspects, de pas dans la bonne direction. Moi, la réponse que j'aimerais avoir, et on n'a pas obtenu ces chiffres du gouvernement, on a une garantie de 70 pour l'aluminium et l'acier sur papier, mais personne n'a dit quel était le pourcentage actuel. Alors, si on prend les règles d'origine de la nouvelle entente et qu'on l'applique au scénario économique actuel, actuellement, on ne sait pas, c'est peut-être 40 d'aluminium. Est-ce que c'est 80, 90? Est-ce que c'est 10 En fait, on ne le sait pas et le gouvernement ne nous a pas donné de réponse. Si on avait une bonne analyse des impacts économiques, voilà certaines des données qu'on pourrait s'attendre d'obtenir. Comme ça, on pourrait faire des comparaisons. Si on est déjà à 80 une garantie de 70 ce n'est rien d'impressionnant. Si on est à 40 c'est une amélioration. C'est pourquoi, selon moi, cette information est importante. Qu'est-ce qu'un commentaire? Député de Jonquière. Merci, Madame la Présidente. J'ai bien apprécié le discours de mon estimé collègue. Il a parlé pendant son discours du processus de négociation qui n'était pas suffisamment transparent. Je le rejoins un peu. Je ne sais pas s'il serait d'accord avec moi pour dire qu'il devrait y avoir un mécanisme qui permettrait aux provinces de se prononcer sur les accords multilatéraux, sur un accord comme l'ALENA, un processus qui ferait en sorte que peut-être que l'économie canadienne arrêterait d'être pensée exclusivement pour le pétrole de l'Alberta et pour l'industrie automobile de l'Ontario. Le député d'Elmwood-Transcona. Mais c'est clair qu'il y a évidemment des intérêts provinciaux qui s'impliquent dans la question des accords de libre-échange. Alors, je pense que ça a beaucoup de sens que les provinces soient consultées. Il y avait un peu de ça avec le CETA, mais je pense que le grand problème, la grande lacune, c'est qu'on
on n'a pas un processus formel. Alors, même si ça se passe qu'on a une bonne consultation avec des provinces sur un accord, ça ne garantit pas qu'on va l'avoir avec un autre. Et c'est bien temps que nous avons un processus concret et formel qui donne des droits, en fait, aux Canadiens, Canadiennes et des différents niveaux de gouvernement pour avoir leur voix entendue dans le processus. Questions et commentaires? Questions and comments? Honorable member for, sorry, wrong page. The honorable member for Fleetwood Port. Le député de Fleetwood Port Kells. Merci, Madame la Présidente. En fait, j'aimerais profiter de l'occasion pour poser une question au député. Mon collègue avait tenté de poser la question plus tôt. Je veux juste qu'on soit clair quant à la nature de cette question. Est-ce qu'il y a une chose dans l'ancienne entente, l'entente qui est actuellement en vigueur, que nous avons perdue et qu'on aurait peut-être tenté de garder dans le nouvel accord? Voilà la question. Le député d'Elmwood-Transcona. Eh bien, je ne sais pas depuis combien de temps le député suit ce dossier, mais s'il avait suivi le débat au début, il aurait su que les néo-démocrates étaient plus préoccupés par ce qui devait être retiré que par ce qui devait être gardé. Qu'est-ce qu'un commentaire? Le député d'Oshawa. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais poser une autre question à mon collègue. Mon ami du Québec a parlé de l'aluminium. Le gouvernement a présenté un programme vert. À la Chambre, nous devons tous être fiers que l'aluminium produit au Québec est le plus vert dans le monde. On a l'impression qu'il y a encore un certain scepticisme à savoir comment l'aluminium est traité. J'aimerais qu'on parle de la préoccupation qui a été soulevée dans les médias. On dit qu'il y a des réserves d'aluminium peut-être au Mexique qui proviennent de la Chine. On se pose des questions quant à la qualité de cet aluminium, du fait qu'il n'est pas produit en Amérique du Nord. Il pourrait avoir une façon détournée. Alors, pourquoi n'avons-nous pas obtenu un meilleur accord, surtout quand on pense que notre aluminium est le plus vert au monde? Le député d'Elmwood-Transcona. Bon, eh bien, ça doit être la priorité du gouvernement canadien que de protéger l'intérêt des producteurs canadiens. Les Canadiens sont embauchés pour produire de tels matériaux et je dirais aux députés, il nous faut avoir des dispositions environnementales. Il faudrait que nos partenaires réduisent leurs émissions, tout comme nous. Comme ça, on pourrait avoir une coopération là-dessus à l'avenir. Reprise du débat. Secrétaire parlementaire du ministère.